Shout out to all the youngest, man. I got a dream. It's a vision out there. Go take it. Go chase that dream. Swag. People are always saying about the talk, and I talk, and I talk, and I talk, but guess fucking what? I back it up! I back it up! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La Sueur. Guillaume, ici présent, sans mes compatriotes et collègues, Rust et Polydamso, pour faire le petit récap de ce week-end avec l'événement qui avait lieu à Lincoln, UFC Lincoln, Justin Gaethje contre notre ami James Vick. James Vick a parlé, James Vick a trash talké, James Vick a perdu par KO dès le premier round. Et oui, c'est ce qui arrive quand on essaye. Ensuite, il a dit qu'il avait passé la pire nuit de sa vie et qu'il regrettait évidemment ses mots envers Justin Gaethje, à qui il a manqué de respect. Et oui, la pire nuit de sa vie, pourquoi ? Parce qu'il s'est fait prendre contre la cage, parce qu'on sait, oui, James Vick a tendance à démarrer les combats crescendo. Et bien là, notre ami Justin Gaethje, qui est resté sur 2 défaites consécutives, a attaqué ce combat vraiment... Il risquait gros parce qu'en cas de défaite, 3 défaites d'affilée, on pouvait se poser des questions, mais il attaquait fort, il a réussi à le coincer contre la cage, 1 fois, 2 fois. Un crochet, le premier qui ne touche pas vraiment, le deuxième, crochet du droit, boum, KO instantané de notre ami James Vick, qui est ensuite sauvé par l'arbitre. Une nouvelle fois, Justin Gaethje qui confirme donc véritablement son statut de showman de l'UFC, puisqu'il enchaîne un nouveau bonus, et qui là est vraiment très bien payé, puisqu'il est sur un contrat à 110 000 pour combattre, 110 000 en cas de victoire, en bonus en plus. Intéressant, même si moi, pour ma part, le système de bonus en cas de victoire, je trouve ça un peu stupide, parce que déjà pour les combattants, c'est extrêmement dangereux de combattre. Si en plus on ajoute le bonus, dans tous les cas, quelqu'un qui combat à l'UFC, il va être motivé pour gagner. C'est pas en ajoutant en plus 100 000 $ que le gars va plus combattre. Et puis quand on connaît les salaires et comment fonctionne l'UFC, 100 000 $, 200 000 $, c'est pas énorme quand il y a tous les coachs à payer, le training camp et l'absence d'assurance par exemple pour les combattants. Bref. Grosse victoire pour Justin Gaethje, qui met fin à sa série de 2 défaites, donc 2 défaites qui étaient quand même loin d'être honteuses, chaque fois par KO, 4e round, pour sa première en carrière, contre Eddie Alvarez lors de l'UFC 218, combat qui a quand même été élu combat de l'année, et la deuxième contre Dustin Poirier, 4e round, aussi, 2 top fighters de la catégorie lightweight, bref, rien de honteux pour lui. Et puis pour son premier combat, il avait affronté Michael Johnson, il avait eu un peu peur, mais il avait fini par l'emporter. Là aussi, élu combat de la soirée. Bref, ce mec-là, c'est l'assurance du show. On nous avait posé d'ailleurs des questions, donc j'en profite pour finir sur notre ami Justin Gaethje. On avait posé des questions par rapport à lui avant ce combat. On n'avait pas pu y répondre malheureusement parce que c'est vrai, on était ensemble avec Rust et Polydamso. On n'a pas pu faire autant de vidéos qu'on aurait voulu, qu'on aurait souhaité, mais on a fait ce qu'on a pu. Là, on en a une prochaine qui arrive, prévue de l'UFC 228. Je présente mes excuses déjà dès le début. Je présente mes excuses parce qu'en fait, c'était avant l'annonce en fait du retrait de Yair Rodriguez. Et oui, qui n'affrontera finalement pas Magomed Sharipov, notre ami Yair Rodriguez qui est blessé, mais Magomed Sharipov lui a dit « T'inquiète pas, je t'attendrai ». Dans tous les cas, rassurez-vous, l'UFC cherche un remplaçant à Magomed Sharipov. Yair Rodriguez. Donc, la question qu'on avait sur notre ami Justin Gaethje, ne vous inquiétez pas, ça charge, ça met juste un petit peu de temps. Toujours est-il que là, il repart sur les bons 1, et là, comme prochain adversaire, il a dit qu'il voudrait soit Ali Aquintas, soit Kevin Lee. Manque de peau pour Justin Gaethje. Ces deux-là doivent s'affronter prochainement. L'UFC a décidé pour les deux qu'ils soient main event d'ici la fin de l'année, je crois. Là aussi, un combat intéressant. Le problème, en fait, c'est que c'est la catégorie lightweight. Catégorie lightweight, c'est quoi ? C'est un king, Conor McGregor. Ensuite, Khabib Nurmagomedov, Tony Ferguson. Ça tombe bien. Les 3 vont être présents à l'UFC 229. Conor contre Khabib. Et Tony Ferguson contre Tony Pettis. Donc là, il y a vraiment 3 grands noms dans cette catégorie-là, avec McGregor qui dicte un peu le tempo. Bon, pour Justin Gaethje, là, il a montré contre James Vick qu'il avait vraiment cette capacité à être un top fighter. Le problème avec Gaethje, c'est évidemment le côté tactique. Là, on va commencer, je vais répondre à ça là-dessus. Donc, Mounelio qui nous a demandé sur Snapchat, vous pouvez d'ailleurs nous poser des questions sur Snapchat, @laseur, Instagram @laseur, Facebook @laseur, Twitter @laseur_off, on y répond avec plaisir en vidéo.
Question pour le podcast, j'ai récemment appris que Rose Namajunas et Justin Gaethje avaient le même striking coach, Trevor Whitman. Ce qui m'a énormément surpris étant donné la différence énorme, et encore le mot est faible, et oui, de style entre les deux combattants. Comment expliquez-vous cela? Selon vous, combien de temps peut-il continuer à être ce sac de frappe vivant? Pourquoi est-ce seulement après ces 2 défaites de suite qu'il songe à intégrer la lutte à son arsenal de MMA? Pensez-vous qu'il aurait gagné s'il l'avait fait? Autre question, quel avenir voyez-vous pour Cub Tap Machine Swanson après ces 3 défaites de suite? Je crois. Alors, pour revenir donc à Justin Gaethje, oui, la lutte, c'est vrai que c'est un très bon lutteur, il ne s'en sert pas. Il s'en est pas servi énormément non plus dans son combat contre Justin Gaethje. Il y a eu, et donc, oh là là, contre James Vick, il y a eu les kicks, il y a eu une très bonne pression. Et il a réussi à l'emporter, il en a pas vraiment eu besoin. Mais là, avant ce combat contre James Vick, il avait parlé à la presse. Il commençait à dire, c'est vrai que les dommages qu'il prend dans ses combats, ça devient préoccupant. Certes, il n'a que 28 ans, enfin il va sur ses 28, ou il a 28 ans, mais c'est vrai qu'à chaque fois, ces KO qu'il a eu contre Dustin Poirier et contre Eddie Alvarez, c'est des KO d'épuisement. C'est pas des KO parce qu'il s'est pris un coup qui a fait que n'importe quel mec aurait été KO. Ce qui se prend de tels dommages qu'à la fin son corps n'en peut plus, son corps lui dit stop. À son âge, ce n'est pas normal. Et même lui l'a reconnu, c'est inquiétant. James Vick avait fait tout un trash talk pour dire tu es le Homer Simpson de l'UFC. Tu n'arrives plus à parler en référence justement à toutes ces punitions, tous ces dommages qu'il se prend. Donc il s'est dit il faut peut-être que maintenant j'utilise d'autres armes, que je sois pas plus seulement ce combattant qui est là pour faire le spectacle, qui vient uniquement pour striker, pour brawler, mais il faut que j'ajoute d'autres choses que j'ai appris à mon arsenal. C'est vrai que Rose est beaucoup plus conservatrice, Rose est beaucoup plus réfléchie comme combattante, et Justin Gaethje, je pense qu'il peut le faire, qu'il peut être beaucoup plus réfléchi. On l'a vu contre James Vick, il a adopté un bon game plan, un James Vick qui a quand même attaqué son combat intelligemment, mais Justin Gaethje a réussi à le coincer contre la cage, et à le finir dès le premier round, par KO. C'est bien pour la suite, c'est contre un combattant qui était en grande forme quand même, James Vick, donc j'attends le futur pour lui, qui sera vraisemblablement contre un combattant de top fighter, hein, on l'espère pour Justin Gaethje, qui reste jeune, qui reste avec un fort potentiel, puisqu'on l'a vu, ces 2 défaites n'ont rien de honteuse. C'était plus dû justement à son absence de réflexion presque tactique à chaque fois. Et il a perdu donc contre 2 top fighters aussi. Donc là on verra sur son prochain combat qui sera, je l'espère pour lui, un combattant qui sera d'un calibre légèrement au-dessus de James Vick pour définitivement se prononcer sur notre ami Justin Gaethje. Est-ce que c'est le mec qui va vraiment briller lors des Fight Night pour l'UFC, mais qui pourra jamais se mêler à la course au titre, ou alors il va réussir à prendre conscience vraiment de son potentiel, se dire ok, maintenant je suis pas seulement ce combattant qui est là pour prendre les bonus, mais je peux peut-être aller chercher la ceinture. On verra ça en tout cas. Ces combats, victoire ou défaite à chaque fois, il gagne des fans, et ça c'est vraiment très important pour lui. Enfin, c'est important pour lui dans le sens, c'est important pour sa carrière, parce qu'on sait combien l'UFC, il est important, justement, d'arriver à attirer les fans. Également pour avoir ses title shots, pauvre Tony Ferguson, en lightweight par exemple, il a perdu sa ceinture intérimaire sans combattre, et là il se retrouve à affronter Anthony Pettis et à mettre sa winning streak en jeu, et peut-être qu'il est revenu un peu tôt, on en reparlera dans notre preview de l'UFC 229. Donc oui, Cub Swanson, après ces 3 défaites de suite, et oui, comme Swanson, là c'est vrai que là je commence à se faire sentir pour lui, mais bon, notre ami Cub Swanson, c'est un peu comme Jeremy Stevens, vous voyez, c'est un des gars qui fait partie de l'UFC. Il a récemment renouvelé son contrat avec l'organisation, donc pas de panique, il va y rester, il fait partie des meubles. Il a perdu, mais pas contre des adversaires, c'est jamais honteux. Il a 34 ans, c'est un parfait gatekeeper, à la manière d'un Jeremy Stevens. Aujourd'hui, c'est vraiment le gars qui permet aux jeunes combattants de passer un palier. Parce que oui, de passer un palier ou vraiment de se remettre sur les rails. Il a perdu contre Brian Ortega. Brian Ortega, ce combat-là, c'était main event si je ne m'abuse. Fini donc, Brian Ortega qui arrive à finir notre ami Cub Swanson par guillotine choke. Voilà, une fois que Brian Ortega a réussi ça, tout le monde s'est dit, ok, Brian Ortega c'est le real deal. L'UFC l'a mis ensuite contre Frankie Edgar. Pourquoi? Parce que avec Cub Swanson, on sait que le combattant a du talent, on sait qu'il peut se mêler à la course au titre. Cub Swanson c'est un vétéran, mais un vétéran très solide. Ensuite il a perdu contre Frankie Edgar. Bon, vous connaissez tous la carrière de Frankie Edgar, ceux qui ne la connaissent pas, champion lightweight, un des plus grands lightweight de l'histoire. Le gars n'a plus rien à prouver à personne, là il est en featherweight aujourd'hui. Récemment, il avait perdu par KO, premier KO encaissé en carrière contre Brian Ortega. Ensuite, son combat de reprise quelque part, c'était contre notre ami Cub Swanson, et il l'a emporté. Rien de honteux,
défaite par décision contre Frankie Edgar pour Cub Swanson. Qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a rien à dire là-dessus. Et ensuite, là, il a perdu contre Moïcano. Peut-être un petit peu plus inquiétant, KO dès le premier round. Il s'était pris un jab assez puissant de Moïcano, qui a montré quand même qu'il pouvait être dangereux là aussi. Et ensuite, qu'il a fini. Mais pareil, Moïcano, c'est un gars, une seule défaite en carrière contre Brian Ortega. Et puis qu'il a encore montré. Certes, Brian Ortega, c'était peut-être au-dessus pour lui, quoique le combat était quand même assez disputé. Et là, il s'est imposé contre notre ami Cub Swanson, ce qui montre, là encore, toute la qualité d'un combattant comme Moïcano. Voilà, c'est un gatekeeper Cub Swanson. Là, il a affronté 3 grands noms ces derniers temps, 3 combattants de top niveau. Ça montre bien qu'il est toujours dans le game, il a renouvelé avec l'UFC, il a la confiance de l'UFC. Son prochain combat sera peut-être un combattant de calibre un peu moins avancé. Il avait affronté les duos de Choi, il avait affronté l'Artem Lobov, chaque fois il avait gagné. Bref, pas d'inquiétude pour lui, je le vois pas fini, c'est juste que il est dans un rôle de gatekeeper, donc forcément il va enchaîner avec des gars pour lui apporter des victoires, et des noms un peu comme Moïcano, des jeunes ou des vieux de la vieille comme Frankie Edgar pour un peu qui reprennent confiance, mais rien d'inquiétant à ce sujet-là. Concernant, on a encore une question, et oui, le combat à l'UFC 229 approche. Question pour le podcast, Daddy Ride, sur Instagram, @lassueur. Et puis si vous pouvez nous follow s'il vous plaît, ça fait toujours plaisir. Selon vous, à quoi est due l'endurance limitée de Conor McGregor? Que doit-il faire pour corriger ce défaut? Eh oui, plus que problématique, surtout face à un combattant comme Khabib, qui va lui courir après tout le long du combat pour chercher à le mettre au sol. D'habitude, ses adversaires combattent à son rythme, mais là, ça ne va pas être le cas. Toute cette pression, toute l'énergie qu'il dépensera à défendre les takedowns, risque de gazer sévèrement, à moins que justement, il ne règle ses soucis d'endurance et vienne avec un cardio à la Diaz. Mais dans le cas contraire, ça risque d'être moche à voir. Eh bien, il dit, ça risque d'être moche à voir, oui, dans tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un cardio, ça ne s'acquiert pas comme ça en 6 mois. Il faut beaucoup de temps pour apprendre ça, il faut mettre ça à rude épreuve. Nate Diaz, on le rappelle, c'est un triathlète. Le mec, il peut vous faire 15 000 combats. Là, en ce moment, il combat pas. Vous pouvez voir sur Instagram, avec son frère Nick Diaz et Kron Gracie, donc le prochain du turfu des Gracie, qui combat pas trop ces derniers temps, malheureusement, parce que franchement, on l'aime beaucoup chez la sœur, qui était au Rising avant. Il fait beaucoup de triathlon. Et c'est ce qui lui donne vraiment cette endurance de folie. Bref, mais pour revenir à McGregor, souviens-toi, il dit du combat contre notre ami Chad Mendes. Chad Mendes qui est peut-être le plus grand lutteur que Conor ait affronté jusque-là, avec peut-être Eddie Alvarez, mais ça, pour moi c'est un niveau au-dessus. Et bah premier round, McGregor a quand même pioché, il a montré qu'il avait un sacré menton. Il s'est fait mettre au sol plusieurs fois, mais il a survécu. Deuxième round, là encore, il est certes mis au sol, mais il se relève. Parce que c'est ça, McGregor, pour 1-2 rounds, il peut se relever, il peut stopper les takedowns. Il faut pas oublier que oui, ça fatigue énormément McGregor, donc celui qui va être mis au sol, qui doit faire les défenses de takedown, mais celui qui doit mettre au sol est énormément fatigué, surtout s'il n'y arrive pas, parce que mentalement, comme physiquement, ça donne un coup. On se souvient d'Yoel Romero lors de son premier combat contre Robert Whittaker. Sa tactique, c'était de mettre au sol Whittaker. Et il a perdu ce combat-là, mais perdu de manière beaucoup plus décisive, j'ai envie de dire, beaucoup plus criante que lors de la revanche de l'UFC 225. On pouvait vraiment donner le combat à Whittaker ou à Romero. D'ailleurs, Romero a mis 2 fois knockdown Whittaker, était plus proche de mettre Whittaker KO. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cherché à tout prix à mettre Whittaker au sol. Et on se souvient que lors du premier combat à Romero-Whittaker, ensuite, dans les championship rounds, Romero avait complètement gazé, parce que oui, ça use physiquement d'essayer les takedowns et de ne pas les réussir. Et donc McGregor, là, c'est vrai, ça va lui demander beaucoup d'énergie. Mais ce que je pense, et ce que tout le monde pense, c'est que si le combat dure, si le combat va au 4e round, on est d'accord que ça voudrait dire que McGregor est en train de se faire poncer, et assez sévèrement. Parce que premier et 2e round, il peut stopper les takedowns, il aura l'énergie pour stopper les takedowns, mais ensuite, oui, il perdra. Et là, c'est pas une question de Conor McGregor qui gagne, c'est tous les combattants comme ça. Au bout d'un moment, on ne peut pas autant réussir à stopper les takedowns, d'autant plus contre Khabib. Parce que oui, Romero, pour reprendre ce combat-là, Romero, c'est vraiment une montagne de muscles et Whittaker, très bon en défense de takedown, il a cette endurance-là. McGregor et Khabib n'ont pas le même physique, Khabib n'a pas le même physique que Yoel Romero. Et donc il pourra continuer de harceler McGregor
même si notre cher McGregor pourrait s'en servir, réussir une défense de takedown, parce que sa défense de takedown, on a tendance à l'oublier, mais n'est pas si mauvaise que ça. C'est juste qu'il est beaucoup moins bon en grappling qu'en striking. Et donc pour revenir à ça, McGregor, vraisemblablement, premier round, deuxième round, il peut s'imposer. Il peut gagner si le combat dure 1-2 rounds. Après, ce sera très compliqué. Pourquoi ? Ça voudrait dire que Khabib a réussi à contrer le plan de McGregor dans son footwork. Le footwork de McGregor a réussi à contrer l'approche de McGregor qui sert à finalement servir sa gauche quasi létale. Et donc, si Khabib a réussi à contrer les deux plus grosses armes de McGregor, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il l'a amené dans son jeu à lui, donc ça veut dire le grappling, qu'il a réussi à le mettre au sol. Et Khabib qui met quelqu'un au sol, ça sent pas très bon. Donc voilà, donc McGregor sera vraisemblablement dans les deux premiers rounds. Dans tous les cas, on fera une preview XXXXL de ce combat-là, qui s'annonce comme le plus grand de l'histoire de l'UFC. Et on fera vraiment le point sur tout ce qui se passe. Mais c'est vrai que oui, pour McGregor, son endurance, ça va être crucial, mais voilà, il doit maximiser ses forces, il doit réussir à emmener Khabib, à forcer Khabib à rester au sol, et les premiers rounds à exploser, et à réussir à se relever si jamais il est mis au sol. Et il faut pas oublier aussi que McGregor, le problème, c'est, on l'a bien vu contre Nate Diaz, comme tu disais, Eddie, c'est vrai que le problème de McGregor, c'est aussi quand il gaze, le footwork n'est plus le même. Son contrôle finalement de la cage n'est plus le même non plus. Et donc là, on avait vu contre Nate Diaz avait pris le dessus contre McGregor debout. Et oui, avant que ce soit au sol et que McGregor tombe son espèce de takedown désespéré, Nate Diaz avait pris le dessus debout contre McGregor qui est quand même réputé, qui est avec justesse d'ailleurs, comme l'un des meilleurs strikers, sinon le meilleur striker de l'UFC, bah oui, parce que McGregor avait gazé, n'arrivait plus à prendre le contrôle de la cage, son footwork n'était plus là, et Nate Diaz qui a une bosse, certes pour certains dégueulasse, mais efficace, tout en volume, et bah avait commencé à prendre le dessus, et c'est ça le problème, c'est que McGregor, il faut qu'il puisse contrôler tout ça. Et donc là, avec notre ami Khabib, ce sera premier, deuxième round, ou la mort presque, je vois très mal McGregor réussir à s'en servir, à s'en sortir si le combat passe 4 rounds. Après, à force des très grands, on pourra avoir quelque chose à la Anderson Silva Chael Sonnen, McGregor qui sorte au 5e round, après s'être fait poncer pendant 4 rounds mis au sol, Khabib qui parle à Dana White entre les rounds, boum, McGregor qui sort un super KO, entrée du 5e round. Ce serait magnifique. Bref. Donc voilà, c'était pour les questions. Et oui, et j'oubliais nous avons une autre question très importante de notre ami Yas SBW12 sur Snapchat. Salut les mecs, je vous suis pendant les vacances depuis la Tunisie, bien bonnes vacances Yas. Que pensez-vous de ces deux combattants que j'aime beaucoup, Luke Rockhold, ses chances pour le titre et son état de forme actuel et tout ça. On en a parlé dans le dernier podcast, c'était Choc en stock, je crois, de la semaine précédente, juste avant le combat Gaethje-Vick. Luke Rockhold qui va affronter donc Chris Weidman pour la revanche du title fight qu'il y avait eu lors de l'UFC 194. Intéressant. Pour moi, c'est toujours un top fighter, Luke Rockhold. Mais il faut absolument qu'il règle sa défense en striking. Car c'est vraiment abominable. Bisping a vraiment exposé ça, a cassé sa confiance, et il a failli perdre contre David Branch. Si vous regardez ce combat-là en striking, il a failli perdre contre David Branch, avant de le finir finalement assez sereinement. Et il s'est fait exploser, mais vraiment exploser contre Yoel Romero. 3e round. Voilà, c'est tout le problème en fait de Luke Rockhold, c'est que sa confiance a été brisée par Michael Bisping. Et Michael Bisping qui a vraiment exposé sa tendance à s'ouvrir et son absence, sa très faible défense en striking, et donc là il affronte Chris Weidman. Le combat entre les deux anciennes superstars, les deux anciennes références de la catégorie, deux anciens champions, malheur aux perdants pour moi. On reviendra sur ce combat-là dans les prochaines semaines, mais je pense qu'il peut être champion. Je pense juste, j'ai juste un peu peur pour son menton, et j'espère que sa défense en striking va s'améliorer. Là, ce qui m'a inquiété, c'est qu'il s'est quand même entraîné dans le camp, oh là là, je n'ai plus le nom, en Floride avec les Michael Johnson, Anthony Johnson et... Oh putain.
honte sur moi. Bref, un coach de kickboxing extrêmement réputé et qu'on n'a pas vraiment vu le travail qui avait porté ses fruits. Là, il est retourné chez Team AK ces derniers temps avec Javier Mendes pour entraîner Khabib avant le combat de l'UFC 229. J'espère pour Luke Rockhold qu'il arrivera à régler ses problèmes. Suite de Yas. Et si vous pouvez m'éclairer sur Maybreak Taizumov SVP, merci les gars, continuez comme ça, vous cartonnez, merci pour vos pronostics qui nous font bien rigoler parfois sur Nantes. Bah, merci beaucoup Yas, ça fait extrêmement plaisir. Donc Maybreak Taizumov, et bah comment dire, ce mec là le problème c'est 1, il est dans la catégorie lightweight et 2, il est russe. Donc si vous voulez c'est un peu compliqué pour lui. Khabib Nurmagomedov a quand même mis, il a eu besoin d'avoir un bilan de 25-0, d'avoir plus de 4 millions de followers sur Instagram, et de faire du trash talk comme à ne plus savoir quoi en faire pour avoir son title shot. Voilà, c'est l'UFC, il cherche à privilégier les combattants soit nord-américains ou sud-américains, particulièrement américains, et là le problème c'est que voilà, c'est qu'il y a des stars, et notre ami Taizumov n'est pas très très bankable pour l'instant. Pourtant il est sur une super série de victoires, 5 si je ne m'abuse, toutes par KO. Impressionnant. Aujourd'hui c'est un solide top 15 de la catégorie lightweight. Mais voilà, il va falloir qu'il continue à combattre. Son dernier combat c'était en septembre dernier je crois. Il a plus combattu depuis, mais voilà. J'espère pour lui qu'il va poursuivre. De toute façon pour un combattant comme ça, ce qu'il faut se dire c'est il a très 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 peu de chance, on va pas se mentir, d'avoir le title shot. Donc il doit enchaîner les victoires, enchaîner les KO, ce qui fait déjà l'UFC. Et peut-être qu'un jour ça le fera. Ce qu'il faut juste, c'est enchaîner les victoires. Et l'UFC va finir par être obligé de donner des noms à ces gars à la fin des noms. Ce sera pas un top fighter. Faut pas non plus que ce soit quelqu'un pour lequel ce soit dangereux pour l'UFC. Parce que c'est ça aussi, c'est qu'avec un combattant comme ça, l'UFC n'a pas finalement d'intérêt dans les pay-per-view. Car faut pas oublier, le business de l'UFC c'est de vendre des pay-per-view. Un russe comme Khabib par exemple, vous voyez, Khabib. Quand il y avait Khabib Tony Ferguson, c'est un super fight, les gens vont acheter le pay-per-view. Notre ami Maybreak Taizumov, le problème c'est que s'il est pas contre un américain ou dans un super fight, les gens vont pas acheter le pay-per-view. Et comme c'est le nerf de la guerre pour l'UFC, et il a besoin soit d'être hyper bankable ou soit avoir un bilan qui fait que les gens vont se dire ok, ce mec est indiscutable. Pour l'instant, il a un bilan de 27 victoires pour 5 KO, pour 5 défaites, excusez-moi encore une fois. Il est sur une impressionnante série avec l'UFC, qui continue ainsi. En tout cas, moi je le trouve très bon. Je trouve qu'à chaque fois qu'il vient, il apporte vraiment une superbe énergie. Ses KO sont impressionnants. Vraiment, il arrache les têtes, c'est dingue. Vraiment, ce gars-là mériterait de monter, mais on le voit, il enchaîne les victoires. À chaque fois contre des combattants un petit peu plus prestigieux, l'UFC fait pour l'instant combattre. Ça, c'est un signe aussi en Europe. Si je ne me trompe pas. Alors attendez, je vais regarder parce qu'on sait jamais si je raconte n'importe quoi. Oui, c'est ça. Exactement. L'UFC en fait le fait combattre exclusivement en Europe, ce qui montre aussi là encore qu'il n'y a pas une énorme envie de pusher ce combattant là. Pourtant, comme j'ai dit, il enchaîne les KO, donc normalement ça devrait être un combattant sur lequel l'UFC, pareil, sauf qu'il a 30 piges, ce qui est somme toute assez jeune pour un combattant de MMA. Mais voilà, c'est un russe. L'UFC ne va pas forcément promouvoir ce genre de personnes, surtout que voilà, il y a la barrière de la langue, le fait que les Russes n'achètent pas de pay-per-view. Là, pour vous dire, l'événement qui arrive en septembre, le 17, premier événement de l'UFC en Russie. Le main event, c'est Oleinik contre Mark Hunt. Première fois que l'UFC va en Russie en 25 ans. Certes, il y a les problèmes politiques, de négociation et ce genre de choses, mais pour un pays qui est aussi porté sur les arts martiaux mixtes, Khabib, Fedor Emelianenko, et je ne sais qui, mais beaucoup de talents viennent de Russie. Aujourd'hui encore, il y a beaucoup de combattants qui sont très 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 bons, qui viennent de ce pays-là, et quand vous dites, ok, c'est la première fois en 25 ans, Magomed Sharipov par exemple, qui vient aussi là-bas, non, ça n'a pas de sens que l'UFC vienne ici après seulement 25 ans, c'est juste que d'un point de vue business, c'est pas intéressant pour eux, donc voilà. Aujourd'hui, la meilleure chose qu'on puisse lui conseiller, c'est de continuer d'enchaîner les victoires. On se souvient d'un mec comme Demian Maia, qui est pourtant bien moins spectaculaire que notre ami
que notre ami, bah là, il avait dû enchaîner pour avoir son title shot finalement presque forcé parce qu'il n'y avait plus personne et que l'UFC ne pouvait mettre plus personne contre Tyron Woodley. Donc voilà, ça fait partie des combattants que l'UFC pour l'instant ne veut pas promouvoir, mais qui sait, à force d'enchaîner les KO, et quand les fans commencent à s'y mettre, commencent à faire la pression sur un Khabib, il y a un moment quand il n'avait pas du tout les title shots, Dana White avait annoncé en conférence de presse, après je ne sais plus quel événement, chaque fois que je poste, on met Khabib time. Il avait finalement dû mettre Khabib sur les cartes de pay-per-view, et ensuite, eh ben, il avait fini par le mettre donc pour son combat pour le titre, contre Tony Ferguson. Donc voilà, c'est un peu la logique de l'UFC, qui est une entreprise, je le rappelle, privée, donc ils ont aussi intérêt à... C'est un peu eux ou rien, surtout avec leur système de pay-per-view. Il n'y a pas de droit de TV pour ces pay-per-view là, donc il faut que ça marche sur chaque événement. Donc ils mettent les combattants les plus bankable, où ils se disent le public va acheter. Avec ce combattant là, le public n'achètera pas vraisemblablement la carte pour l'instant, donc à l'UFC de continuer de le mettre, de le laisser actif, qu'il enchaîne les victoires, et puis que le combattant fasse aussi sa promotion, parce que c'est ça aussi à l'UFC, les combattants doivent faire leur promotion. Bon, la nuit tombe, je vous laisse, merci beaucoup, merci pour votre soutien, pour toutes les questions qu'on reçoit, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à nous suivre, à vous abonner, c'est toujours super, ça nous permet d'avancer. Merci beaucoup, à la prochaine, on sera une vidéo qui paraîtra dimanche, je pense, dimanche ou lundi, prévu de l'UFC 228 avec le petit bonus, il y a Rodriguez Magomedov-Sharipov. Le combat n'aura pas lieu, mais comme ça vous donne un petit aperçu de ce qu'on aurait pensé de ce combat-là qui peut-être n'aura jamais lieu. Peace. Shout out to all the youngest, man. I got a dream. It's a vision out there. Go take it. Go chase that dream. Swag. People are always saying about the talk, and I talk, but guess fucking what? I back it up.